Chapitre 12. Égratigner. Abandonnez l'intention de recevoir, remplacez-la par l'intention de donner, et vous recevrez précisément ce que vous avez abandonné. Dans les relations, nous avons tendance à mesurer notre réussite dans la vie d'une part par le niveau de nos réalisations, et d'autre part par le volume de problèmes que nous avons accumulés. La transurfing nous aide à ne pas lutter contre les problèmes, et plutôt à apprendre comment les éviter dès le départ. Dans le contexte de la transurfing, nos objectifs sont également atteints d'une manière peu commune, avec l'aide de l'intention extérieure. D'une manière ou d'une autre, tous nos problèmes et réalisations naissent de nos relations avec les autres, personnelles et professionnelles. La question est, l'intention extérieure peut-elle être appliquée aux relations? Le problème est que l'intention extérieure est insaisissable, difficile à contrôler et non soumise à la volonté personnelle. Cependant, il existe des techniques que vous pouvez utiliser pour activer sa fonction de manière implicite. Avec une certaine approche, l'intention extérieure peut être mise en mouvement pour qu'elle fonctionne indépendamment, mais néanmoins en votre faveur. Au lieu de travailler avec votre intention intérieure personnelle, vous pouvez apprendre à travailler avec l'intention intérieure qui motive les autres. Si vous abandonnez votre propre intention intérieure, l'intention extérieure activera le fonctionnement de l'intention intérieure chez les autres. L'intention extérieure peut vous donner ce que vous voulez dans la vie d'un simple geste de la main, car elle ne veut rien pour elle-même et n'a pas particulièrement à faire quelque chose. Elle permet simplement à l'intention intérieure, qui est accordée aux fréquences du monde extérieur, de fonctionner sans entrave. Utilisez l'intention intérieure des autres pour atteindre vos objectifs. Malgré le caractère égoïste de cette dernière phrase, cela ne signifie pas réellement que vous utilisez ou abusez des autres. Il s'agit plutôt de ne pas entraver, de les laisser faire ce qu'ils veulent vraiment faire. En fin de compte, tous les problèmes surviennent en raison d'un conflit d'intérêts entourant l'intention intérieure, motivée par l'intérêt personnel. Une personne essaie d'obtenir quelque chose d'une autre personne, qui a des plans différents et qui est déterminée à faire les choses à sa manière. Comment équilibrer les différents intérêts et satisfaire les besoins des deux parties? C'est une tâche difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Il s'agit de trouver un terrain d'entente dans les intentions intérieures de chacun. Un sentiment de valeur personnelle est au cœur de l'intention intérieure. Dans le monde des pendules, les seules choses qui motivent vraiment une personne tout en limitant sa liberté sont l'intention intérieure et l'intention extérieure. Notre sentiment de valeur personnelle est lié à l'importance intérieure. En tant qu'entités énergétiques informatives, les pendules sont créés par des groupes de personnes et continuent plus tard à exister indépendamment, soumettant enfin les personnes à leurs propres lois. Les pendules utilisent l'importance pour établir leur contrôle. C'est pourquoi, pour la majorité des gens, renforcer leur sentiment de valeur personnelle est un déterminant clé dans la formation de leurs intentions. D'autres déterminants concernent la fragilité et les besoins du cœur, mais dans une moindre mesure. En règle générale, la fragilité représente une très petite partie de nos motivations et est peu développée, étouffée par le besoin constant de maintenir son estime de soi dans un monde basé sur les pendules. Pour activer le pouvoir de l'intention extérieure dans les relations humaines, vous devez d'abord briser une autre fausse croyance. Vous avez peut-être souvent entendu ce qui semble être un conseil très approprié. Si essayer de changer les autres ne fonctionne pas, commencez par vous changer vous-même. Cette phrase évoque immédiatement un sentiment d'inconfort intérieur et de protestation. Donc, je suis imparfait et j'ai besoin de changer, mais je ne veux vraiment pas. Et c'est bien que vous ne vouliez pas. Ne cherchez pas à changer les autres, mais ne cherchez pas non plus à vous changer vous-même. Tout ce que vous faites pour essayer de vous changer vous-même ou les autres sera le travail inefficace et nuisible de l'intention intérieure. Les problèmes peuvent être mieux résolus en adoptant une approche différente. Permettez aux autres de réaliser leur intention. L'intention de permettre suscitera l'intention extérieure, ce qui fera que votre intention intérieure se réalisera apparemment d'elle-même. Imaginez une femme qui a hâte de se marier, mais pour des raisons qu'elle ne comprend pas, son mari résiste et la repousse avec des excuses. Travaillant avec l'intention intérieure, la femme concentre toutes ses pensées sur le fait de persuader son partenaire de se marier. Le fait de le presser ne résoudra pas la situation, et elle finira par créer un potentiel excessif avec son puissant désir et l'importance qu'elle accorde au mariage.
En conséquence, des forces équilibrées lui enlèveront sans aucun doute son bien-aimé. Alors, quel était le problème? Peut-être que son partenaire n'était pas engagé dans la relation, ou qu'il ne l'aimait plus. Bien sûr que non. La femme avait transformé leur relation amoureuse en une relation de dépendance, faisant du mariage le point de rupture. Si tu m'aimais, tu accepterais de m'épouser. Pour que l'intention extérieure fonctionne, la femme devrait lâcher prise sur son désir de convaincre son partenaire de l'épouser et se demander ce qu'un homme recherche dans un mariage. La réponse n'est pas difficile à trouver. Il veut sûrement savoir que ses besoins seront satisfaits et qu'il se sentira aimé, valorisé, respecté et admiré, etc. Si la femme dirigeait son énergie vers l'aide à la satisfaction de ses besoins, elle atteindrait non seulement son propre objectif, mais réussirait également à faire satisfaire ses propres besoins similaires. Et si vous pensez que l'homme en question ne mérite pas votre amour et votre respect, eh bien pourquoi être avec quelqu'un si vous ressentez cela à son égard? Tout le monde est libre de choisir. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas nécessaire de vous changer. La chose est que la fenêtre ouverte se trouve à un endroit différent de celui où nous regardons habituellement. En règle générale, les gens sont tellement préoccupés par ce qu'ils veulent obtenir des autres qu'ils ne prennent pas la peine de découvrir ce que ces autres personnes veulent. En changeant votre attention vers les désirs et les motivations des autres, vous verrez facilement vos propres besoins satisfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est vous demander quel est l'objectif de l'intention intérieure de votre partenaire. C'est effectivement comme voler en arrière depuis la vitre et enfin repérer la fenêtre ouverte. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de recentrer votre intention intérieure sur la réalisation de l'intention intérieure de votre partenaire. En faisant cela, vous transformez votre intention intérieure personnelle en intention extérieure. Très souvent, l'intention intérieure vise à attirer l'attention et à se présenter sous son meilleur jour, où vous pouvez être préoccupé par quelque chose qui ne se déroule pas très bien. Imaginez que vous alliez à une fête. Vous pourriez imaginer que tous les autres invités auront les yeux rivés sur vous et seront conscients de votre position tout le temps, car ils se sont rassemblés dans le seul but de discuter de ce que vous portez, de vos mouvements et de ce que vous dites. Si vous entendiez quelqu'un dans le groupe rire, vous supposeriez qu'il se moquait de vous et vous attraperiez tant de regards méprisants. Je compatis. Bien sûr, vous avez bien compris que la situation devrait être interprétée de manière opposée. Tous les autres à la fête sont principalement préoccupés par eux-mêmes et par ce que les autres pensent d'eux. Comment ils traitent les autres n'est pas la première chose à laquelle ils pensent. Vous pouvez donc vous détendre, prendre du recul et vous sentir libre. N'essayez pas d'agir sans prétention ou affectation. Offrez-vous simplement la qualité de naturel et d'aisance. N'oubliez pas que se fixer pour objectif d'agir de manière non affectée ne fonctionne pas. Bien sûr, vous pourriez obtenir quelque chose avec l'aide de diapositives, mais cela prend du temps et la fête est aujourd'hui. Vous ne pouvez atteindre un état d'insensibilité que si vous éliminez l'importance. Cependant, réduire l'importance n'est pas toujours facile. Vous ne pourrez pas abandonner totalement le désir de vous présenter sous votre meilleur jour comme ça, en un instant. La solution est simple. Lorsque quelqu'un vous parle, ce dont il a le plus besoin, c'est que vous lui prêtiez attention et que vous vous intéressiez à lui en tant que personne. Vous pouvez être certain que les gens s'intéressent exclusivement à eux-mêmes. Donc, intéressez-vous à eux aussi. Déplacez votre attention de vous-même vers les autres, activez votre gardien et arrêtez de jouer le jeu de renforcer votre propre estime de soi. Jouez le jeu d'augmenter l'importance des autres. Montrez de l'intérêt pour les autres. Écoutez ce qu'ils ont à dire et observez. Vous n'avez pas besoin de vous attirer leur faveur. Laissez-vous simplement porter par le courant. Dès que vous déplacez votre attention de vous-même vers les autres, l'excès de votre propre importance s'estompera automatiquement. Alors, vous réussirez à vous comporter naturellement. Vous attirez l'attention sur vous-même en montrant de l'intérêt pour les autres. Ne parlez pas aux gens de ceux qui vous intéressent. Parlez-leur de ceux qui les intéressent, y compris d'eux-mêmes. Alors, votre intention intérieure se transformera en intention extérieure. Les autres seront immédiatement intéressés à faire votre connaissance. Ils n'auront nulle part où se retirer devant le pouvoir de votre intention extérieure, toujours complètement subtile dans son fonctionnement. Il est inutile d'essayer d'intéresser les gens à votre propre être.
Ce désir est le reflet de l'intention intérieure. S'intéresser aux autres est le reflet de l'intention extérieure. En abandonnant l'intention intérieure et en portant votre attention sur les autres, vous obtenez facilement le résultat que vous vouliez initialement. Seule l'intention extérieure l'a fait pour vous. Vous pouvez vous demander comment attirer l'attention sur vous-même en montrant de l'intérêt pour les autres. Pensez, d'accord, donc je montre un peu de curiosité. Est-ce que cela me fera vraiment paraître plus intéressant? La chose est que même si vous étiez 1000 fois plus attirant que vous ne l'êtes maintenant, les autres seraient toujours principalement intéressés par eux-mêmes et ne s'intéresseraient aux autres qu'en second lieu. Pendant tout le temps où vous essayez d'attirer l'attention, vous ne pensez qu'à vous-même. Lorsque vous vous intéressez à une autre personne, vous comblez leur intention intérieure. D'où vient leur sentiment d'accomplissement, sinon de vous? Ayant réalisé cela, à qui d'autre cette personne serait-elle intéressée, sinon à vous? Les gens s'intéressent à d'autres personnes lorsqu'elles sont des personnalités bien connues, comme les stars du show business et du cinéma, mais c'est un intérêt différent. Sauf si vous êtes une star de cinéma, les gens vous considèrent comme un partenaire potentiel pour les affaires, l'amitié ou l'amour. Les fans sont extrêmes dans leur fascination pour les stars, s'évanouissant devant elles, absorbant chaque petit détail de leur vie, mais il ne leur viendrait jamais à l'esprit de considérer la célébrité comme un partenaire potentiel dans une relation personnelle. Dans la communication quotidienne, peu importe à quel point vous êtes intéressant, ce qui compte, c'est à quel point l'autre personne pense que vous lui conviendriez dans une relation, et c'est ce qu'elle évalue en communiquant avec vous. Lorsqu'une personne est avec vous, elle pense généralement à ses propres intérêts et évalue consciemment et inconsciemment à quel point vous conviendriez à un scénario de relation dans lequel elle se sentirait personnellement épanouie. Une personne se sent épanouie lorsque son sentiment de valeur personnelle est confirmé. Elle se sent aimée, intéressante, respectée, aussi digne que quiconque et valorisée. Maintenant, considérez quel serait le résultat de vous imposer à quelqu'un dans un CA et de vous intéresser à quelqu'un dans un autre. Naturellement, vous répondrez à tous leurs critères si vous répondez à leurs besoins de confirmation de leur propre valeur personnelle. Si vous êtes bon pour l'estime de soi d'une personne, elle sera indulgente envers les éventuelles faiblesses que vous pourriez avoir et pardonnera vos défauts. Vous pouvez être préoccupé par vos défauts, essayer de les dissimuler et mettre en avant vos meilleures qualités, mais cela est la dernière chose à laquelle pense l'autre personne. Je répète, vos qualités positives et vos défauts ne sont pas la préoccupation principale de votre partenaire. Leur priorité absolue, c'est le sentiment de valeur personnelle qu'ils éprouvent en parlant avec vous. Vous pourriez être magnifique à tous égards, mais cela ne vous aidera pas dans la recherche d'un ami ou d'un partenaire. Au contraire, de nombreuses stars souffrent de solitude. Vos superbes qualités peuvent même limiter votre recherche d'un partenaire. Les gens peuvent voir votre magnificence, mais ils évaluent d'abord dans quelle mesure ils se sentiront importants en se tenant à côté de vous et à côté de votre perfection si vous brillez devant eux dans toute votre splendeur. Ils décideront probablement que leur personnalité ne peut que s'effacer dans la lumière éblouissante. Agitez votre main devant toutes vos qualités fabuleuses et accordez toute votre attention à la personne en face de vous. Faites-leur sentir que lorsqu'ils sont à côté de vous, ils connaîtront leur vraie valeur et vous volerez leur cœur. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous montrez de l'intérêt pour eux, faites-le avec sincérité. Ne laissez pas penser que vous essayez de gagner leur faveur en les manipulant avec une technique psychologique apprise ou que vous avez un agenda caché. Si vous vous souciez assez pour vouloir qu'une certaine personne soit bien disposée envers vous, alors au moins ils méritent votre sincérité. Les gens qui se présentent comme des interlocuteurs intéressants essaient de se montrer sous leur meilleur jour, en prouvant à quel point ils sont intelligents et en jetant des noms pour montrer combien ils ont vu et vécu dans la vie. Cette façon d'agir est dirigée par une intention intérieure, et c'est ainsi que la majorité des gens se comportent lorsqu'ils veulent paraître intéressants aux yeux des autres. Prenez du recul par rapport à l'uniformité et adoptez une position différente. Fixez-vous pour objectif de donner à votre partenaire l'occasion de paraître intéressant, plutôt que d'essayer d'être un interlocuteur divertissant. Adaptez-vous à leur fréquence, écoutez attentivement, posez des questions et montrez de l'intérêt pour le sujet de conversation choisi par votre partenaire et leur vie.
Vous constaterez que vous pouvez ainsi soutenir une conversation pendant plusieurs heures, avec votre partenaire qui parle principalement. À la fin de votre conversation, ils seront absolument convaincus d'avoir rencontré un confident très intéressant et une personne merveilleuse à tous égards. L'intention extérieure fonctionne en permettant la réalisation de l'intention intérieure des autres. Vous sacrifiez mettre votre propre personnalité en lumière pour permettre à la personnalité d'un autre de briller, et en retour, vous recevez la chose même que vous avez sacrifiée. La personne en question sera instantanément conquise et deviendra un fervent admirateur, parce que vous lui avez permis de réaliser son intention intérieure, quelque chose qu'elle n'expérimenterait jamais en compagnie d'une célébrité. Que pouvez-vous faire si vous souhaitez attirer l'attention d'une personne qui ne souhaite pas actuellement dialoguer avec vous, comme la personne que vous aimeriez voir accepter votre proposition commerciale, mais qui n'est pas du tout intéressée? Dans une telle situation, il y a d'autant plus de raisons de croire que vous ne susciterez leur intérêt qu'en mettant de côté votre personne et votre proposition, et en leur accordant toute votre attention. Montrez un intérêt sincère pour tout, ce à quoi cette personne est impliquée, et prenez le temps de lui parler. Ce n'est qu'alors qu'ils montreront un quelconque intérêt pour votre problème. Vous pouvez demander pourquoi vous devriez écouter les autres. Vous intéresser à leur vie, leur donner votre attention, votre amour et votre respect quand ils sont totalement égocentriques et ne peuvent même pas prendre la peine de vous parler. D'accord. Pourquoi devraient-ils s'intéresser, admirer, aimer et respecter vous? Tout, ce que vous imaginez être vrai à votre sujet, à quel point vous êtes merveilleux et à quel point vous êtes merveilleux en comparaison d'eux, n'est qu'une fantaisie de l'intention intérieure, habillée dans le potentiel excédentaire de relations dépendantes et importantes. Votre intention intérieure est d'être digne, mais vous ne deviendrez vraiment significatif aux yeux des autres que si vous abandonnez votre intention intérieure et permettez à l'intention intérieure des autres d'être réalisée à la place. Votre avantage réside dans le fait que vous êtes dirigé par l'intention extérieure, alors que les autres sont dirigés par l'intention intérieure. Profitez au maximum de votre avantage. En général, lorsque vous voulez quelque chose de quelqu'un, vous devez garder à l'esprit un principe universel, abandonner l'intention intérieure de recevoir et substituez-la par l'intention de donner. C'est très facile à faire. Si vous voulez que quelqu'un vous respecte et vous reconnaisse, n'attendez pas leur respect, traitez-les avec respect de votre côté. Faites-leur sentir que, à vos yeux, ils sont importants. Si ce dont vous avez besoin est de la compassion et de la gratitude, ne vous attendez pas à ce que les autres vous les donnent. Participez aux problèmes des autres et occupez-vous d'eux avec sincérité. Si vous voulez être considéré comme attirant, cela ne se produira pas juste en raison d'une paire de beaux yeux. Montrez à quelqu'un d'autre que vous les trouvez attirants par définition. Si vous avez besoin d'aide et de soutien, soyez celui qui aide quelqu'un d'autre. De cette manière, vous augmentez votre valeur et ne serez pas celui qui reste redevable. Enfin, si vous voulez trouver un amour mutuel, abandonnez la possessivité et les relations dépendantes. Vous trouverez l'amour si vous pouvez être celui qui aime simplement sans rien attendre en retour. Ce genre d'amour est très rare et personne ne peut y résister. Dans tous ces cas, vous recevrez inévitablement la chose même que vous avez abandonnée. Il y a une autre question. Comment pouvez-vous faire en sorte que quelqu'un fasse ce que vous avez besoin qu'il fasse? Vous pouvez forcer une personne à faire quelque chose avec l'intention intérieure, si vous êtes dans la position de pouvoir nécessaire. Vous pouvez également persuader une personne qu'il est essentiel qu'elle fasse une certaine chose. Cependant, l'intention extérieure offre la méthode la plus efficace. Arrangez les choses pour qu'elles correspondent à leurs objectifs et aspirations. Posez-vous la question de comment vous pouvez relier ce que vous voulez aux besoins d'une autre personne. Commencez par définir les besoins de l'autre personne, ce pourquoi ils luttent, ce qui leur manque, que ce soit de l'argent, du pouvoir, le respect des autres, un sentiment d'accomplissement dans leur travail bien fait, des soins pour leurs enfants, du prestige, un rôle de leader dans leur équipe, une reconnaissance sociale. Toutes ces choses sont des variations sur le thème de l'estime de soi. Tout le monde se sent mal à propos de lui-même lorsqu'il sent qu'il est peu significatif pour le monde. Quand une personne ne se sent pas nécessaire ou ne vaut rien, elle essaie naturellement d'augmenter son estime de soi. Quand une personne obtient un résultat,
Elle se sent plus confiante et prête à se fixer de nouveaux objectifs, car la barre de son estime de soi est relevée. Il n'y a rien de mal à cela. Personne ne devrait être jugé pour son désir de se sentir plus digne. Tout le monde essaie d'augmenter son estime de soi, ils le font simplement de différentes manières. Au contraire, c'est bien pire quand une personne cesse de se développer et ne veut rien du tout, bien que cela arrive très rarement. Habituellement, les gens sont d'une manière ou d'une autre insatisfaits de leur position actuelle dans la vie, et cherchent donc quelque chose, même modestement. Donc, déterminez comment la tâche qui vous est importante pourrait améliorer l'estime de soi de cette personne, puis présentez la tâche à cette personne dans le contexte de la manière dont elle augmenterait leur statut. Permettez à une personne de se sentir plus appréciée et elle aura plus confiance en elle. Soyez généreusement reconnaissant envers eux. Si vous vous laissez guider par ce principe, vous inciterez facilement les autres à agir dans leur propre intérêt, dirigés par l'intention intérieure. Vous pouvez essayer de forcer ou de convaincre quelqu'un de faire quelque chose, dirigé par l'intention extérieure. Vous exprimez simplement le désir que tout fonctionne en votre faveur. Pour accomplir l'intention extérieure, vous devez organiser les choses de manière à ce que les gens agissent dans votre intérêt tout en pensant à leurs propres préoccupations et en faisant ce qui est important pour eux. Tout. Ce que vous avez à faire, c'est de vous éloigner de vos propres intérêts et de penser aux besoins des autres. Par exemple, si vous êtes impliqué dans le commerce de détail, vous réfléchirez à la manière dont vous pouvez vendre vos produits aux clients potentiels. Cependant, l'acheteur ne réfléchira pas à la manière de vous plaire et ne souhaite pas non plus être vendu. Ils veulent acheter. Pouvez-vous voir la différence? L'acheteur est plus susceptible de penser « J'aimerais que tout le monde arrête d'essayer de me refourguer des choses et me laisse juste choisir ce que je veux acheter. » Ne pensez pas à comment vendre vos produits. Pensez à ce que l'acheteur pourrait vouloir acheter. Le désir de vendre est une réflexion de l'intention intérieure. L'intention extérieure adopte une approche totalement différente, qui consiste à découvrir ce que l'acheteur veut. Vous n'avez pas nécessairement à savoir exactement quel produit l'acheteur veut. S'il souffre de rhumatisme et que vous vous intéressez sincèrement à eux en recommandant un médecin ou une forme de traitement, l'acheteur fera son achat chez vous. C'est un exemple simplifié, bien sûr, mais le principe est infaillible. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de quelqu'un, ou devez leur faire faire quelque chose, abandonnez l'intention intérieure. Posez-vous la question de ce que pourrait être l'intention intérieure de l'autre personne. Agissez d'une manière qui aide cette personne à réaliser son intention intérieure. Une fois que vous aidez déjà quelqu'un d'autre à réaliser son intention intérieure, envisagez ce dont vous avez besoin de cette personne. Pendant que vous vous efforcez de réaliser l'intention de l'autre personne, formulez votre demande en passant. Vous pourriez constater que vous n'avez même pas besoin d'indiquer votre propre besoin et que tout se déroule de lui-même. C'est le pouvoir magique de l'intention extérieure. Une manière encore plus efficace d'influencer les gens est d'essayer de susciter leur intention intérieure. Lorsque vous décomposez cela étape par étape, la méthode est assez simple. Renforcer le sentiment d'estime de soi sert presque toujours de motivation pour l'intention intérieure. Tout le monde essaie de souligner et d'augmenter son estime de soi à un degré ou à un autre, et par un moyen ou un autre. Si vous avez besoin de quelque chose de quelqu'un, tout. Ce que vous avez à faire est de penser à la manière dont faire. Ce que vous attendez d'eux augmenterait leur estime de soi. C'est ce qu'ils appellent lancer un défi. Vous pouvez lancer un défi à un groupe aussi bien qu'à un individu, sous la forme de qui parmi vous est le meilleur. Si vous jouez sur les sentiments d'honneur professionnel, alors le défi peut sonner comme ça. Ne perdons pas la face. Vous pouvez également faire appel à l'importance intérieure. Montrons-leur de quoi nous sommes capables. Si une personne accepte le défi dans le contexte de son estime de soi, elle exécutera votre volonté comme si c'était la sienne, et vous aurez leur engagement précisément parce que vous avez abandonné votre propre intention intérieure et avez prêté attention à celle d'un autre. Travaillez avec l'intention intérieure des autres, pas la vôtre. Le flux des relations. La plupart des gens ou des entreprises produisent un type de produit destiné à la consommation. Alors, comment motivez-vous les consommateurs qui veulent acheter votre produit? Si vous pensez qu'ils choisiront le vôtre simplement parce que c'est un produit fantastique, vous vous trompez lourdement.
Une erreur typique que font les gens lorsqu'ils sont dirigés par l'intention intérieure est de supposer que les gens vont acheter notre produit parce que le nôtre est un chef-d'œuvre. Cette position est erronée pour 3 raisons. Premièrement, la phrase « le nôtre est un chef-d'œuvre » est fortement dirigée par l'importance intérieure. Vous supposez que votre création est parfaite, ce qui signifie qu'elle est importante pour vous, et si tel est le cas, vous ne pourrez pas l'évaluer objectivement, car vous n'êtes pas suffisamment indifférent. Deuxièmement, l'intention intérieure vise à vendre, mais les gens n'auront pas envie d'acheter parce qu'à leurs yeux, votre création n'est pas du tout un chef-d'œuvre, et l'intention de quelqu'un d'autre de vendre ne les intéresse pas du tout. Enfin, la plus grande erreur de cette approche dirigée par l'intention intérieure est qu'elle se concentre sur le produit plutôt que sur les besoins du client. Le focus étroit de l'intention intérieure crée le produit parfait dont personne n'a besoin, et cela arrive tout le temps. La position de l'intention extérieure consiste à déterminer ce que les gens veulent, ce qui leur manque, ce dont ils ont besoin, ce qui les motive et quels sont leurs intérêts. L'intention extérieure suit le flux des alternatives tout le temps que vous êtes occupé à créer un chef-d'œuvre issu du plafond de verre de votre propre esprit. Vous allez à contre-courant. L'esprit a toujours tendance à idéaliser ses propres capacités, et il devient tellement absorbé dans le processus créatif qu'il ne remarque pas ce qui se passe à l'extérieur. L'esprit s'efforce de tout subordonner à son contrôle. Cependant, la demande des consommateurs est difficile à contrôler, car elle va avec le flux et suit toujours son propre cours. Il faut des ressources énormes pour influencer le flux de la demande, et même alors, cela ne fonctionne pas toujours. L'esprit ne peut pas prédire les tendances du marché, mais heureusement, il n'a pas à le faire. Tout ce que vous devez faire, c'est rester au courant du flux et noter les moindres changements dans son cours. Il n'est pas nécessaire d'inventer l'objet de la demande. Presque toutes les inventions qui sont en avance sur leur temps ne sont pas mises en œuvre, et elles ne rapportent pas non plus. Cela ne signifie pas que l'innovation n'a pas sa place. Le point ici est que si vous comptez gagner un revenu grâce à un chef-d'œuvre personnel qui est en avance sur son temps, vous risquez de perdre le pari. Bien sûr, si votre découverte est totalement brillante, elle pourrait peut-être conquérir un marché du type « le gagnant prend tout », mais cela n'arrive pas tout le temps. Seules les entreprises qui visent à satisfaire les demandes actuelles de leurs clients peuvent être assurées de succès. Maintenant, nous pouvons revenir à la question de savoir comment inciter les gens à acheter votre produit. La réponse est que vous ne pouvez pas. Essayer de faire en sorte que quelqu'un veuille acheter quelque chose est, sinon impossible, alors extrêmement difficile. En agissant avec une intention intérieure, vous essayez inévitablement de pousser ou d'imposer votre produit. En suivant le flux de l'intention extérieure, vous travaillez à repérer ce que les clients veulent et où leurs besoins ont déjà été satisfaits. Les changements de demande sont façonnés par le flux des alternatives. Le flux des alternatives contient toutes les réponses et est la seule chose qui peut garantir le succès. Il n'est pas une coïncidence que des découvertes et des inventions fondamentales soient parfois réalisées par différentes personnes pratiquement simultanément. C'est un exemple du phénomène de réalisation matérielle et de la manière dont elle se déplace à travers l'espace alternatif. Tout ce qui doit venir à l'existence a son temps. Ce n'est que très récemment que de nombreuses inventions attribuées à Léonard de Vinci ont été mises en œuvre sous forme physique. Tout cela semblerait assez évident cependant. L'esprit est enclin à oublier, alors qu'il s'efforce de se détacher du courant et de prendre le contrôle du courant. Nous avons déjà parlé de la façon dont le flux des alternatives est un cadeau somptueux pour l'esprit. Souvenez-vous-en et tirez le meilleur parti de cette bonne fortune. Si vous le faites, de nombreux obstacles vous passeront à côté, intacts. De nombreux problèmes et relations surviennent lorsque l'esprit lutte contre le flux des alternatives. La critique est un aspect de cette lutte, et c'est le fruit direct de l'intention intérieure. Encourager et avoir confiance dans les qualités positives d'une personne est plus en accord avec l'intention extérieure. Critiquer les gens, c'est se battre contre le monde extérieur. Cela ne rapportera aucun dividende, à moins que vous ne considériez le besoin de déverser votre bile et de provoquer votre ennemi comme un dividende. En revanche, l'encouragement est un véritable moteur dans les relations humaines. Nous blâmons et critiquons les autres lorsque nous essayons de les influencer avec une intention intérieure.
Pourtant, lorsque vous mettez l'accent sur les qualités positives d'une personne, quoi que vous perdiez, vous ne perdez rien et vous permettez à la situation de se développer à votre avantage. Ne blâmez jamais personne. Beaucoup de gens se reprochent et portent un sentiment de culpabilité avec eux, mais personne n'aime être reproché par les autres. Les gens peuvent être extrêmement condamnateurs à l'égard d'eux-mêmes, jusqu'au point du sadomasochisme, et pourtant ils prendront très mal toute accusation portée par un autre, même s'ils ont tort ou non. L'accusation soit juste ou non, où vous mène la critique. Vous pouvez peut-être exprimer votre bile, mais en même temps, vous créez un excès de potentiel et finissez par être celui qui en souffre. Vous ne persuaderez jamais quelqu'un qu'il a tort. Ils peuvent écouter vos accusations, mais il est peu probable qu'ils reconnaissent pleinement leur tort, même s'ils sont d'accord avec vous superficiellement. Vous pouvez réussir à vous imposer aux dépens de quelqu'un d'autre ou à établir votre pouvoir sur eux, mais pas sans adopter le rôle de manipulateur. Si tel n'est pas votre objectif, abandonnez la critique et le blâme. Lorsque vous désapprouvez les autres et que vous les trouvez fautifs, vous donnez en effet des claques sur l'eau en essayant de nager contre le courant. Lorsque vous acceptez les défauts des autres et vous concentrez sur leurs forces, vous allez dans le sens du courant, ce qui est extrêmement bénéfique, à moins que votre gardien ne trouve toujours une explication au comportement de la personne que vous souhaitiez juger. En tant que témoin intérieur, votre gardien vous empêchera de plonger tête la première dans le jeu et de commencer une dispute ou une querelle. Prenez du recul et observez le jeu en tant que spectateur. Rappelez-vous que la critique ne fait que nuire et suivez le courant. Le blâme et la critique ne peuvent jamais conduire à quelque chose de positif, car ils prennent une personne au dépourvu et la font dévier du cours qu'elle suivait. Tout le monde est guidé par ses propres motivations et aspirations et est dans un flux qui les porte dans la direction d'un objectif spécifique. Lorsque vous encouragez une personne, quoi qu'il arrive, vous les incitez dans une direction favorable sans les faire perdre le fil ou miner leurs espoirs les plus profonds. Lorsque vous encouragez quelqu'un, personne n'a ses droits bafoués et personne n'est humilié. Vos intérêts convergent et leurs désirs vont dans le même sens que les vôtres. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes critiqué? Vous refusez probablement d'accepter la critique ou essayez de vous convaincre que la critique est bien fondée. Dans les deux cas, vous n'acceptez pas vraiment la critique sans réserve, à moins bien sûr que vous n'ayez développé votre propre complexe de culpabilité personnelle entre-temps. La critique peut vous pousser à agir correctement, mais seulement l'esprit peut être contraint. Il est impossible de forcer la main du cœur. Le cœur fera toujours ce qu'il veut faire ou empêchera l'esprit de faire ce qu'il pense devoir faire. La critique fait du cœur un ennemi de l'esprit, l'encouragement en fait un allié. L'encouragement est une force créatrice, la critique est une force destructrice. Les candidats retenus pour des postes de gestion d'entreprise ne sont pas les gestionnaires qui se concentrent sur la critique du travail de mauvaise qualité, ce que n'importe quel idiot peut faire, mais des individus capables de créer une atmosphère d'enthousiasme dans laquelle les gens sont motivés à travailler efficacement. Les gens se sentent poussés à travailler dur pour contribuer à un objectif commun lorsqu'ils sentent que leur valeur individuelle est estimée. Arguer jusqu'au bout pour prouver votre point est un moyen sûr de se faire des ennemis. Nous avons déjà discuté de l'absurdité et du préjudice qu'il y a à essayer de prouver que vous avez raison à tout prix dans le chapitre du flux des alternatives. Si l'argument est critique et que vos intérêts ne vous permettent en aucun cas de reculer, alors allez-y et argumentez. Dans tous les autres cas, laissez à d'autres le soin d'exercer le droit de donner des claques sur l'eau. Gagner un débat ne rapportera jamais de dividendes. Votre ennemi, en revanche, bénéficiera de vos efforts. Personne ne vous remerciera jamais de leur avoir fait remarquer qu'ils racontaient des bêtises avec une confiance absolue, et s'ils le font, c'est uniquement parce qu'ils ont tendance à s'auto-flageller et à avoir un sens exacerbé de la culpabilité. Mais à quoi bon gagner sur une personne comme ça? Si cela ne compromet pas vos intérêts de quelque manière que ce soit, permettez aux autres de dire librement ce qu'ils ressentent et avec quoi ils ne peuvent pas être d'accord avec vous. D'autre part, évitez de créer un excès de potentiel et de lutter contre le courant. Les personnes qui argumentent sont généralement inconscientes de tout, sauf du jeu dans lequel elles sont engagées. Elles sont dans un sommeil si profond qu'elles ne peuvent pas être réveillées. Pour vous protéger d'être entraînées dans le jeu, vous devez vous réveiller et activer votre gardien intérieur.
Si plusieurs personnes participent à un débat, descendez dans l'auditorium et regardez la performance de là. Il y a un énorme avantage à jouer le rôle du spectateur judicieux pendant que tout le monde essaie de réaliser leur intention intérieure en insistant sur leur opinion personnelle. Vous avez volé en arrière depuis le rebord de la fenêtre et vous regardez autour de vous. Vous verrez une solution qui n'aurait pas été envisagée par aucun des autres disputants. Ne cherchez cependant pas à l'imposer aux autres. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire une suggestion. Laissez les autres se disputer entre eux. Si vous gagnez l'argument, vous pouvez vous considérer comme vaincu, même si vos adversaires ont formellement reconnu que vous aviez raison. Vous pouvez être sûr que dans leur esprit, ils ont trouvé de nombreux arguments informels en leur faveur. Quoi qu'il en soit, celui qui perd l'argument en prend un coup à son estime de soi. Et qui a donné le coup? Celui qui a réussi à prouver son propre point de vue. Après tout, vous ne voudriez pas frapper quelqu'un d'autre au visage, alors pourquoi voudriez-vous infliger le même coup à leur estime de soi? Les gens se blessent souvent mutuellement de cette manière, et l'insulte a toujours une qualité cachée, car la douleur est supportée en silence. Les gens n'aiment pas montrer ouvertement leur besoin de faire valoir leur estime de soi. Nous sommes tous censés avoir une estime de soi automatique, donc personne ne veut révéler qu'ils doivent se battre pour la leur, malgré le fait que nous cherchons tous la confirmation à chaque pas que nous faisons. Juste parce qu'une personne garde le silence lorsque son estime de soi a été blessée, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas été blessée ou qu'elle a simplement accepté le coup. Leur douleur continuera à vivre en eux, non dans leur esprit conscient, mais dans leur subconscient. Lorsque vous gagnez un argument, vous avez le sentiment d'avoir augmenté votre statut. Cependant, vous n'avez gagné qu'en compromettant l'intégrité de votre adversaire. Nous savons tous que la douleur cachée finira par se transformer en larmes. L'adversaire vaincu n'admettra jamais votre valeur nouvellement acquise. Il y a un moyen sûr de mettre une personne contre vous, c'est de lui faire savoir à quel point vous êtes meilleur qu'elle. Ne vous créez pas d'idole et ne créez pas d'ennemis. C'est le slogan le plus important que vous pourriez avoir pour créer des relations qui vont avec le courant. Évitez de blesser l'estime de soi des autres comme la peste. Faites-en une sorte de tabou. En agissant ainsi, vous vous épargnerez d'innombrables problèmes et désagréments que vous ne comprendrez jamais en raison de la nature cachée du coup porté à l'estime de soi. Ce que la personne qui argumente avec vous essaie vraiment de faire, c'est de protéger sa propre estime de soi d'une manière ou d'une autre. Alors rendez-leur l'appareil. Acceptez ce qu'ils essaient de dire et en acceptant, vous leur aurez donné la personne. Ce qu'ils voulaient, c'était vous permettre d'exprimer calmement votre point de vue sans avoir à insister ni à prouver quoi que ce soit. Lorsque vous adoptez cette approche, vous ne faites pas seulement avec le courant, vous mettez en œuvre une intention extérieure. Les résultats seront incomparables et bien supérieurs à tout ce que vous auriez pu réaliser par des artifices intellectuels sophistiqués. Il est essentiel que le ton de la conversation soit celui de l'accord dès le début. Si la première chose qu'une personne prononce en réponse à votre phrase d'ouverture est « non », vous pouvez considérer que tenter de les convaincre de quoi que ce soit est totalement exclu. La personne à qui vous parlez a pris un tournant différent et il n'y a aucune chance qu'elle suive maintenant avec le courant. Il est important de commencer une conversation de manière à ce que la première parole d'une personne soit « oui ». Ne commencez jamais une conversation avec un sujet sensible, peu importe le sujet de conversation que vous choisissez pour commencer, tant que votre interlocuteur est d'accord avec vous. Plus tard, vous pourrez orienter la conversation en douceur vers des questions plus litigieuses. Il y aura alors beaucoup plus de chances de parvenir à l'issue souhaitée, car par inertie, les deux parties se déplacent dans la même direction et vont avec le courant. L'énergie de la pensée des interlocuteurs évitera ainsi de tomber en dissonance. Si quelque part vous avez commis une erreur et que vous vous attendez à être blâmé de façon juste, essayez de ne pas vous préparer à vous défendre. Avancez en admettant votre erreur. Alors, la personne qui avait l'intention de vous infliger la colère de la justice sera probablement plus généreuse et gracieuse. Dans ce cas, l'adage « l'attaque est la meilleure défense » ne s'applique pas. Vous avez en effet accepté à l'avance la ligne d'argumentation de votre adversaire, donnant ainsi le feu vert à son intention. Votre soumission anticipée réalise leur intention intérieure de vous remettre à votre place, tout en augmentant leur propre magnitude, car vous avez fait le pas volontairement, sans y être contraint.
Votre estime de soi n'en souffrira pas le moins du monde. Vous réussissez ainsi à faire d'une pierre deux coups. Vous rehaussez la position de votre adversaire, pour laquelle il vous sera reconnaissant, et vous conservez votre intégrité en vous défendant. En essayant de justifier vos erreurs, vous finissez par ramer à contre-courant et à céder votre énergie au pendule. Quelles que soient les circonstances, le désir de vous justifier découle d'une importance intérieure accrue. Débarrassez-vous de ce fardeau paralysant, donnez-vous le droit de faire des erreurs et permettez-vous de les commettre. Ne justifiez pas vos erreurs, reconnaissez-les et vous vous sentirez immédiatement soulagé. Dans le chapitre « Le flux des alternatives », j'ai mentionné que les commentaires irritants que d'autres personnes font parfois peuvent en réalité être très utiles. Les suggestions d'autres personnes que vous étiez initialement enclin à prendre froidement peuvent finalement s'avérer avoir plus de sens que vous ne le pensiez au départ. Les commentaires et suggestions des autres ne blessent que si nous accordons une importance accrue quelque part. Abaissez l'importance et cessez de lutter contre le courant. Admettez que l'autre personne avait raison, ou du moins essayez de le garder à l'esprit. Dites à la personne qu'elle avait raison à propos de ce qu'elle a dit, et vous verrez le résultat. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais faites-le quand même. Vous n'avez rien à perdre. Tout le monde fait des erreurs, les fous comme les penseurs, mais contrairement aux fous, les personnes intelligentes peuvent reconnaître leurs erreurs. En admettant à haute voix que la personne avait effectivement raison, vous gagnez sa bienveillance. Les gens vivent dans un monde agressif de pendules où à tout moment, ils peuvent être forcés de défendre leur position. Soudain, vous vous offrez pour le faire à leur place. En cet instant, le problème de devoir défendre leur position contre vous est anticipé. Ils ressentent immédiatement un soulagement et sont reconnaissants de l'assistance offerte pendant la bataille. Vous n'êtes plus un adversaire potentiel, mais un allié. Toutes ces informations passent par le subconscient de votre partenaire en quelques secondes. Les gens pensent de la même manière en rêve lucide. Cependant, si vous pratiquez la pleine conscience, vous trouverez facile et même amusant d'adopter le rôle de témoin de la rectitude d'esprit des autres. Lorsqu'une personne se révèle être dans le vrai, les autres se taisent généralement, tandis que vous exprimez ouvertement votre opinion selon laquelle la personne avait raison. Pour cette personne, le moment aura une énorme importance et elle se sentira redevable, ou du moins reconnaissante envers vous. Bien que pour la plupart, la réalisation soit principalement subconsciente. Imaginez dans quelle jungle nous vivons. Les gens doivent être constamment sur leur garde, prêts à repérer les adversaires potentiels, même dans des relations qui, en apparence, semblent relativement amicales. Tout le monde se met en avant et est toujours prêt à se défendre. Ce n'est pas exagéré, ça semble juste ainsi parce que nous avons depuis longtemps pris l'habitude de l'état actuel des choses. Étant donné la nature de l'environnement dans lequel nous vivons, vous pouvez devenir un véritable trésor pour ceux qui sont déjà fatigués de la bataille. Pouvez-vous imaginer combien d'alliés vous pourriez trouver? Tout. Ce qu'il faut, c'est abandonner l'importance et ne pas hésiter à reconnaître les autres lorsque vous savez qu'ils ont raison. Votre avantage est que vous agissez avec une conscience éveillée, tandis que les autres sont endormis et ne vous remercieront donc jamais en retour. S'ils pouvaient se réveiller et exprimer leur opinion ou leurs attitudes avec attention, vous les entendriez dire quelque chose dans le genre de « Oui, cette personne est loin d'être stupide, elle est sympa, j'aimerais mieux la connaître. Quel amour !» Personne ne prononcera ces mots à voix haute, et ils ne se les diront peut-être même pas à eux-mêmes, mais c'est ainsi que leurs sentiments subconscients sonneraient s'ils pouvaient être exprimés. Imaginez l'or qui se trouve à vos pieds. Les gens sont généralement tellement anxieux et chargés d'importance qu'ils errent sans remarquer les pépites qui se trouvent juste sous leur nez. Vous avez un énorme avantage. La pleine conscience, l'absence d'importance ainsi que la volonté de donner aux autres votre attention. Profitez au maximum de votre avantage et vous verrez de l'or là où d'autres ne voient que des pierres. S'accorder à la fragilité. Lorsque les gens communiquent entre eux, ils ont tendance à faire des ajustements et des concessions pour tenir compte du caractère, du tempérament, du niveau intellectuel et des manières de la personne à qui ils parlent. Si deux personnes ne peuvent pas s'adapter aux différences de l'autre, elles n'atteindront pas un niveau de compréhension mutuelle, et toute communication entre elles ne sera rien de plus que des mots vides et de l'air chaud. Vous ne pouvez pas atteindre une compréhension mutuelle
sans vous accorder à la fréquence de votre partenaire. Le terme « s'accorder à la fréquence de votre partenaire » est bien sûr purement conventionnel. Vous savez maintenant que j'utilise un modèle simplifié pour plus de commodité. Peu importe vraiment comment se fait l'accord sur le plan physique. L'idée essentielle est que chaque individu est doté d'une gamme unique de caractéristiques de personnalité que nous appelons, en transurfing, fragilité. Lorsque vous parvenez à établir une connexion étroite avec une autre personne, vous vous accordez en réalité à ces caractéristiques spéciales. La réussite de votre communication avec une autre personne dépend directement de votre capacité à saisir l'essence de la fragilité de votre partenaire. S'accorder n'est pas aussi difficile que cela peut paraître. Donner toute votre attention est l'aspect le plus important pour vous accorder avec succès à la fragilité de l'autre. Sans le pouvoir de l'attention, il ne peut même pas être question de commencer à s'accorder mutuellement. D'une part, c'est une évidence, et pourtant, en règle générale, les gens l'oublient, et dans une conversation avec un autre se concentrent uniquement sur leurs propres pensées. Un homme d'affaires à succès a déjà dit « Tout le monde veut me proposer quelque chose, mais personne ne me demande jamais ce dont j'ai besoin. » Les gens qui veulent quelque chose d'un autre sont généralement préoccupés par leurs propres problèmes et se demandent comment ils peuvent les résoudre avec l'aide d'autres personnes. C'est pure intention intérieure. En conséquence, si vous pensez à ce que veulent les autres personnes, vous activez le fonctionnement de l'intention extérieure. Comment pouvez-vous connecter ce que vous voulez avec les besoins d'un autre? Tout d'abord, vous devez consciemment focaliser votre attention sur leurs intérêts. Déplacez votre regard intérieur de vous-même vers votre partenaire de conversation. Une personne ne sera intéressée à poser une contre-question que dans le contexte de ses propres problèmes et aspirations. Vos pensées sont actuellement focalisées sur ce que vous voulez, mais cela n'intéresse absolument personne d'autre. Vous importe-t-il vraiment ce que veulent les autres? Ils ressentent exactement la même chose à propos de leurs propres préoccupations. Ils ne se soucient pas vraiment des besoins des autres. Donc, le seul moyen de trouver un langage commun et de comprendre la fréquence de votre partenaire est de mener la conversation dans le contexte des intérêts de l'autre personne. Vous avez sûrement assez réfléchi à vos propres problèmes. Maintenant, déplacez votre attention vers les préoccupations de votre partenaire. Placez l'intention de votre partenaire à la base de votre communication et ne construisez vos propres préoccupations que par-dessus. Par exemple, vous pourriez vouloir prendre des vacances en août. Il est essentiel que vous fassiez une pause. Vous pensiez à vos intérêts. Que pense votre patron de votre départ en congé? Il pense à votre travail et n'est même pas intéressé par votre besoin de vacances. Il existe deux solutions à ce problème. La première consiste à aller voir votre patron et à vous plaindre de vos problèmes et de vos besoins. La deuxième consiste à expliquer que votre charge de travail devrait augmenter en septembre et que vous aimeriez prendre des vacances en août pour revenir au travail et travailler efficacement en septembre. Quelle approche pensez-vous être la plus efficace? Votre patron pourrait vous suggérer d'attendre et de prendre des vacances en octobre, mais il est probable qu'il soit d'accord avec vous parce qu'il entend une suggestion exprimée à sa propre fréquence. Vous vous accordez à la fréquence de l'énergie de la pensée d'une autre personne lorsque vous leur parlez dans le langage de leurs propres intérêts. Quand l'écrivain et l'âne sont tous deux perdus dans leurs propres pensées, l'âne ne fera pas ce que lui dit l'écrivain, refusant obstinément d'aller dans la bonne direction. L'âne pense aux carottes, donc si vous montrez une carotte à l'âne, il ira là où vous voulez. En effet, vous insérez votre propre intention dans le contexte de l'intention de l'âne. Comment le fait de répondre au désir de quelqu'un d'autre bénéficie-t-il à l'âne? Posez-vous cette question à chaque fois que vous avez besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Si vous pouvez trouver une réponse à cette question, ils feront ce dont vous avez besoin. Écoutez attentivement. Ce que quelqu'un essaie de vous dire est essentiel pour s'harmoniser avec leur fréquence, à moins bien sûr que votre intention soit de dominer la conversation avec vos propres thèmes d'intérêt et opinions. Dans les grands groupes, tout le monde parle en même temps, mais cela n'a pas vraiment d'importance car personne n'écoute de toute façon. Bien sûr, certaines personnes feront semblant d'écouter, mais 90% de leur attention est alignée sur leurs propres pensées. Vous n'avez pas besoin de briller par votre esprit et votre érudition pour vous démarquer en tant que conversationnaliste intéressant. Il suffit juste d'écouter votre interlocuteur. Si une personne vous est indifférente mais que, pour une raison quelconque,
Vous avez besoin de stimuler leur intérêt ou leur participation. Parlez de ceux qui les intéressent juste pendant un moment. Oubliez ce qui vous intéresse personnellement, car cela rayonne à une fréquence complètement différente. Adaptez-vous à la fréquence de votre interlocuteur. Mettez-vous à leur place et vous commencerez à comprendre ce qui les motive et les raisons de leurs actions et attitudes. Lorsque vous vous accordez sur la fréquence de votre partenaire, vous pouvez aborder en douceur le sujet qui vous intéresse. Le nom d'une personne est la clé la plus simple de sa fréquence. Vous ne pouvez pas vous échapper du fait que depuis la naissance, une personne a été appelée par un nom. Utilisez leur nom plus souvent au cours de la conversation et cela aura un effet. Appeler quelqu'un par son nom est comme un mot de passe indiquant que vous venez en ami avec de bonnes intentions et que vous reconnaissez la valeur de cette personne. Tout le monde, dans une certaine mesure, maintient un champ protecteur autour d'eux qui protège leur estime de soi. Vous ne pourrez pas vous accorder sur la fréquence de votre partenaire s'ils sont entourés d'un mur protecteur de formalité ou de méfiance. Parfois, l'obstacle peut être surmonté avec l'aide d'une certaine franchise désarmante. Si vous montrez que vous n'essayez pas de maintenir un champ de protection autour de votre estime de soi et que vous n'avez aucune intention de bondir, l'autre personne sera encouragée à abaisser son écran de protection. La manière la plus efficace de dissoudre une barrière de séparation est de démontrer votre réel attachement pour cette personne. Pourquoi aimons-nous autant nos animaux de compagnie? C'est parce qu'ils nous montrent toujours à quel point ils sont vraiment heureux de nous voir. Ils remuent la queue, ronronnent, sautent sur nous, couinent et montrent leur joie de toutes sortes de façons. Il y a d'autres êtres moins communicatifs comme les poissons d'aquarium, mais ces créatures n'inspirent pas l'amour. Elles sont comme des plantes ou une partie du mobilier. C'est comme si les créatures que nous aimons nous disaient « Je n'ai besoin de rien de toi, je suis juste tellement content de te voir ». C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens adorent leurs animaux de compagnie. Si vous voulez inspirer un sentiment de camaraderie chez quelqu'un, montrez-leur à quel point vous êtes heureux de les voir. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à exprimer une joie canine, mais vous pouvez sourire et les saluer avec enthousiasme, les appeler par leur nom et écouter attentivement. Si vous agissez avec la chaleur d'un poisson d'aquarium, vous pouvez vous attendre à ce que la relation se développe en conséquence. Le fonctionnement est très simple. Au niveau subconscient, votre partenaire pensera « J'ai rencontré un partenaire qui est heureux de me voir. Je dois signifier quelque chose dans son monde. Cette personne le confirme. Quelle personne agréable et attirante. » Les gens demandent « Comment ça va ?» par habitude en attendant la réponse standard. L'attention et la participation dans tout dialogue doivent être sincères. Rien n'est plus rebutant et stérile qu'un dialogue élevé au rang de l'étiquette. Les gens tirent un sourire comme s'il s'agissait simplement d'un autre accessoire. Autant ce pourrait être une cravate alors qu'un sourire. Toute réponse qui dévie de la norme est considérée comme une anomalie. Personne ne se soucie vraiment des problèmes des autres. Alors quel est l'intérêt de poser la question? Vous pouvez être en résonance avec quelqu'un avec qui vous communiquez en rayonnant de l'énergie à leur fréquence caractéristique. Chacun a sa propre fréquence de résonance, son propre domaine d'expertise, la chose à laquelle il est particulièrement passionné, intéressé ou fier. Le domaine de prédilection d'une personne est comme une corde musicale qui résonne à sa fréquence de résonance. Si vous pouvez déterminer la vraie passion d'une personne, discutez-en avec elle. Donnez-lui la chance de s'exprimer. C'est la manière la plus efficace d'établir une connexion avec quelqu'un. Si vous pouvez attraper le fil de son domaine d'expertise, il sera facile de le séduire. Vous pouvez facilement gagner les faveurs d'une personne en lui demandant de l'aide pour une difficulté ou en lui demandant de vous rendre un petit service. Lorsque vous demandez une faveur à votre partenaire, vous abandonnez votre propre importance et augmentez la leur. Votre partenaire se sentira plus significatif si vous lui faites comprendre que vous avez besoin de son aide et lui donnez l'occasion de s'exprimer, en soulignant son importance. Si la personne peut vous fournir le service que vous avez demandé, elle se sentira nécessaire quand elle est avec vous, et vous gagnerez sans aucun doute ses faveurs. Le sentiment de valeur personnelle est très important pour les gens. Toute personne que vous arrivez à inspirer. Ce sentiment se souviendra de votre générosité jusqu'à la fin de ses jours. Sans aucun doute, vous êtes toujours reconnaissant envers les personnes qui ont valorisé vos forces par le passé. Vous pourriez penser que j'exagère l'importance de la valeur personnelle, et c'est vrai. Si l'on considère les gens du point de vue de leur fragilité,
il peut sembler que tout le monde se considère comme roi. Néanmoins, l'estime de soi joue un rôle essentiel dans la formation du comportement humain et de la motivation. Qu'est-ce qui, selon vous, cause à une personne la plus grande souffrance? Peut-être quand elle se sent ignorée, insultée, battue ou mutilée. Non, une personne est blessée le plus profondément lorsqu'elle est dégradée. Mis à part la vie elle-même, les gens ne chérissent rien de plus précieux que leur estime de soi. La fin la plus puissante, à part la fin physique, est la fin de pouvoir. Cela représente naturellement l'extrême et la dernière étape de la bataille pour l'estime de soi. Peu de gens atteignent cette étape, et pourtant, quand il n'y a plus rien qu'une personne puisse désirer sur le plan matériel, elle se retrouve confrontée à une bataille pour le pouvoir. Rien n'excite les gens plus que le pouvoir, donc vous pouvez imaginer le rôle de l'estime de soi et comment cela influe sur les actions et motivations des gens. La critique sous n'importe quelle forme ébranle l'estime de soi d'une personne. La critique est une sorte d'anti-valorisation. Ne dites jamais à quelqu'un en face qu'il a tort, même si vous êtes sûr d'avoir raison. Il est beaucoup plus bénéfique de rester neutre. De cette façon, vous éviterez de miner l'estime de soi de l'autre personne, et vous vous protégerez des forces équilibrées. Une autre façon de nous faire du mal est de toucher à nos côtés négatifs. Le côté négatif est suspendu sur la pellicule de l'importance, donc lorsque vous touchez le côté négatif, vous touchez une blessure ouverte. Le côté négatif est une image de ce que la personne n'aime pas chez elle-même. Comme vous le savez, les personnes avec des côtés négatifs essaient de cacher leurs qualités indésirables et de les projeter sur les autres. Essayez de faire une contre-accusation, c'est-à-dire de renvoyer la projection à son propriétaire, et vous serez surpris par la réaction turbulente que cela suscite. Rien ne persuadera cette personne d'admettre que vous avez raison, et elle sera plus susceptible de devenir votre pire ennemi. Il vaut mieux laisser les côtés négatifs des autres tranquilles, sans parler d'essayer de leur expliquer que tout cela est un côté négatif dans leur tête. Être amoureux est bien sûr le moyen le plus parfait de s'harmoniser avec la fragilité de l'autre. Il est difficile, voire impossible, d'expliquer comment et pourquoi l'amour se produit, et tant de choses ont déjà été écrites sur ce thème. L'amour mutuel exige que nous renoncions au droit de posséder et que nous donnions simplement notre amour de manière inconditionnelle, tant que cela ne se transforme pas en une relation de dépendance. L'amour peut être préservé une fois qu'il a déjà fleuri, mais il n'y a rien que vous puissiez faire pour tomber amoureux de quelqu'un. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet de l'amour. Ainsi, j'ai décrit grossièrement les principes du Freiling. La façon dont j'ai décrit les relations en tant que celles dirigées par l'intention et celles qui suivent le courant est purement relative. Les relations qui suivent le courant peuvent être examinées du point de vue de l'intention et vice-versa. En fin de compte, tout tourne autour du Freiling. Vous vous accordez à la fréquence de votre partenaire, vous tournez tous les deux dans la même direction, vous agissez dans l'intérêt de cette personne en vous déplaçant dans la même direction, et par conséquent, vous réalisez quelque chose que vous n'auriez jamais pu réaliser via les méthodes standards de l'intention intérieure dans les relations énergétiques. Dans le chapitre Pendule, j'ai parlé de l'avantage de la visualisation. Juste pour vous rappeler, l'essence de la visualisation est la suivante. Supposons que quelqu'un vous pose un problème, vous agace, voire vous attaque, ou peut-être que la situation est inverse et que vous avez besoin de quelque chose de quelqu'un. Dans ce cas, vous devez déterminer grossièrement ce qui motive cette personne, ce qui la ronge et ce qui lui manque, santé, confiance, calme intérieur. Tout le monde a quelque chose qui les ronge, même si c'est relativement petit et agaçant, surtout si cette personne vous pose problème, ou peut-être que cela leur pose problème. Maintenant, imaginez une situation dans laquelle cette personne reçoit exactement ce dont elle a besoin. Par exemple, imaginez cette personne faisant ce qu'elle aime le plus, ce qui lui procure un sentiment de plaisir, d'accomplissement et de paix. Il n'est pas nécessaire de réfléchir trop aux détails du scénario favorable, visualisez simplement la première image qui vous vient à l'esprit. Ils pourraient être assis chez eux près du feu avec un verre de bière, nageant joyeusement dans la mer, se promenant à travers une vallée de fleurs sauvages, faisant du vélo ou sautant de joie. Si vous parvenez à plaire à cette personne avec une image dans votre esprit, ils se montreront bien disposés envers vous, apparemment sans raison,
et feront ce que vous leur demandez ou apaiseront la situation problématique. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? C'est à peu près la même chose que regarder un bon film, et par là, je veux dire un film qui transmet une sensation de joie de vivre. Vous regardez un film comme ça, et vous commencez à vous sentir bien, et votre cœur est rempli d'une lumière de sentiments festifs. Le film crée une célébration pour l'âme, à la fois sur le plan intellectuel et émotionnel. La visualisation bénéfique crée également ce sentiment sur le plan énergétique. Si vous avez réussi à vous accorder à la fragilité d'une personne et à deviner quels sont ses besoins, elle aura l'impression qu'une vague réconfortante vient de l'envahir soudainement. La différence entre le sentiment de célébration sur un plan intellectuel et énergétique est la suivante. Lorsque quelqu'un reçoit la délicatesse énergétique de votre visualisation, il ressent un sentiment réconfortant sans en être conscient. Cela n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel est que la personne se sentira désormais à l'aise en votre présence et que vous aurez gagné sa bonne volonté. Il est important de se rappeler qu'une visualisation bénéfique comme celle-ci doit être effectuée avec sincérité, en unissant le cœur et l'esprit. Si vous souhaitez sincèrement du bien à l'autre personne, l'effet peut être assez important, comme vous le savez. C'est l'abondance d'énergie libre qui rend une personne charmante, magnétique, puissante et charismatique. Les gens captent surtout l'énergie d'une personnalité puissante de manière subconsciente. Selon que l'énergie de la personne est plus douce ou plus dure, elle semblera plus ou moins charmante ou puissante. En tout cas, la force de l'énergie d'une personne est proportionnelle au volume d'énergie libre qu'elle canalise et à la force de sa connexion entre son cœur et son esprit. L'excès d'énergie libre déborde en une fontaine et est ressenti par les autres. L'énergie libre est programmée par la pensée. Plus les aspirations du cœur et de l'esprit sont proches, plus la programmation sera pure. Ce n'est pas un hasard si les personnalités fortes semblent avoir une forte intégrité et une complétude. Comme je l'ai déjà dit, le charme est en fait l'amour mutuel entre le cœur et l'esprit. Lorsque le cœur est libéré de sa boîte, il rend une personne plus attrayante et magnétique. Leur attrait réside moins dans leur puissance personnelle que dans la connexion entre leur cœur et leur esprit. C'est ce qui manque aux gens, et c'est pourquoi ils se sentent attirés par de telles personnes, comme les papillons de nuit sont attirés par la lumière. Sur le plan énergétique, le charme représente l'énergie qu'une personne rayonne lorsqu'elle a l'union du cœur et de l'esprit. Si la force de leur énergie est assez grande, ils brilleront littéralement d'un charme inimitable. Les gens très charmants vivent dans un état d'harmonie entre le cœur et l'esprit, qui est conforme à leur propre credo. Les gens comme ça sont heureux, ils apprécient la vie et se baignent dans leur propre amour sans la moindre trace de narcissisme. Les autres peuvent sentir leur sentiment constant de célébration. Ces personnes sont rares, mais vous pourriez en être une. Il vous suffit de vous tourner vers votre cœur, de vous aimer vous-même et de vous engager sur le chemin de votre but le plus profond. Non seulement vos qualités personnelles changeront, mais votre corps deviendra plus attrayant, votre visage plus doux et votre sourire enchantant lorsque vous serez fermement sur votre ligne de vie cible. Votre apparence externe, partie du décor de ce secteur, correspondra aux caractéristiques de l'énergie que vous rayonnez lorsque vous voyez votre propre perfection. Ceci n'est pas aussi improbable qu'il n'y paraît. Si tu ne me crois pas, il suffit de regarder à travers quelques-unes des photographies de toi-même qui ont été prises lorsque tu traversais une période sombre de ta vie. En entraînant tes méridiens et en augmentant tes niveaux d'énergie, tu développeras la capacité inhabituelle d'influencer les gens et d'inspirer leur bienveillance à ton égard pour devenir l'âme de la fête. Tout ce que tu as à faire, c'est d'abandonner l'importance et d'activer tes sources d'énergie. Une personne ayant une abondance d'énergie libre suscite toujours l'intérêt et la bienveillance des autres, surtout lorsque cette énergie libre est accordée à l'énergie de la pensée de ceux qui sont présents. Tu pourrais te retrouver en train de discuter avec un groupe de collègues ou d'amis. La fréquence de l'énergie de la pensée de ceux qui sont présents sera accordée approximativement au même thème, comme s'ils oscillaient tous à l'unisson. Active tes sources et laisse-les inonder ton groupe, sens ton champ énergétique et perçois-le s'étendre pour englober tout le monde participant à la discussion. Alors, tes commentaires auront plus de poids et les autres personnes présentes sentiront la puissance de tes pensées. Lorsque tu parles à une personne en tête-à-tête,
Tu peux lancer mentalement une visualisation bénéfique pour elle. Si tes sources d'énergie fonctionnent en même temps, tu créeras une impression des plus favorables. Cette technique te conférera un énorme avantage dans les situations qui nécessitent ton charme personnel ou ta force, te rendant ainsi efficace dans les négociations, les examens, les entretiens d'embauche et les relations personnelles. Une visualisation favorable est un moyen efficace et tolérant de s'accorder à la fréquence de la personne avec qui tu converses. Les vampires énergétiques sont accordés à la fragilité en tirant sur des cordes douloureuses ou en envahissant ton espace spirituel. Contrairement aux vampires énergétiques, tu ne t'acharnes pas sur la fragilité de l'autre personne ni ne draines leur énergie. Ils l'apprécieront et t'en seront reconnaissants. Pardonne si tu sais que tu as des lacunes qui pourraient t'empêcher d'atteindre ton objectif ou si tu penses manquer des connaissances et des compétences nécessaires. Accepte-le. Accepte-toi tel que tu es. Accorde-toi le luxe d'avoir des lacunes et de manquer des qualités nécessaires. Cela t'aidera et te procurera un sentiment de soulagement et de calme intérieur. Si tu essaies de cacher le fait que tu manques des qualités nécessaires et de dissimuler tes lacunes, elles se manifesteront inévitablement à un moment critique. Le manque d'acceptation de soi se manifestera toujours sous forme d'obstacles que nous créons dans nos vies. Tout d'abord, le sentiment de culpabilité ou d'insuffisance crée un excès de potentiel et des forces équilibrées exacerbent ensuite la situation. Deuxièmement, l'intention extérieure réalise inévitablement tes peurs. Tout ce que tu essaies de bloquer deviendra une partie du scénario. Par exemple, quelqu'un te posera toujours la question que tu crains de répondre ou te demandera de démontrer quelque chose que tu ne sais pas faire. Mais surtout, tu seras submergé par la tension ou tu gèleras au moment critique. Où va ton énergie libre? Ton énergie libre est dépensée pour soutenir l'excès de potentiel de l'importance, pour lutter contre les forces équilibrées et pour gérer des situations qui menacent rapidement de déraper. Plus tu attribues d'importance à tes lacunes, plus la résistance des forces équilibrées sera insistante, plus ton emprise sur le contrôle sera forte, plus la pression exercée par le flux des alternatives sera grande, car il n'a pas l'intention de s'arrêter. Finalement, l'énergie de l'intention s'épuise. À quoi t'attendrais-tu d'être capable dans cette condition? Imagine si tu devais transporter un porcelet avec toi partout où tu allais. Le porcelet hurlerait en essayant de se débattre, et tu serais constamment en train de le maintenir fermement sous ton bras et de le calmer d'une manière ou d'une autre. Ensuite, tu laisserais enfin partir le porcelet et ressentirais immédiatement une sensation de liberté et de légèreté avec soulagement. L'énergie que tu avais dépensée à tenir le criard serait maintenant entièrement à ta disposition pour être canalisée vers d'autres choses. La comparaison avec le porcelet n'est pas aussi obscure qu'il pourrait sembler. Il est peu probable que tu puisses cacher tes lacunes, alors il vaut mieux te concentrer sur tes forces. Tu verras par toi-même combien tu te sens plus libre si tu lâches prise et acceptes tes lacunes avant un événement où tu dois être au meilleur de ta forme. Cela peut être un entretien, un examen, une représentation, un concours, ou même un rendez-vous romantique. Retire ton manteau d'importance intérieure, accorde-toi le pardon au sens d'une absolution pour tes lacunes, et tu ressentiras comme si un énorme poids avait été levé de tes épaules, tandis que l'excès de potentiel disparaît et que l'énergie de l'intention est libérée. La lutte avec tes propres lacunes est un travail de l'intention intérieure. C'est le travail de la mouche qui se bat contre la vitre de la fenêtre. En revanche, éliminer l'excès de potentiel et libérer de l'énergie te donne un énorme avantage. Il y a un grain de vérité dans le dicton. Ce que l'œil craint, la main le fait. Quoi de mieux? Être tourmenté par le doute, se complaire dans tes blocages, lécher tes lèvres et désirer, et dissimuler fébrilement tes faiblesses, ou simplement te débarrasser du bagage et accomplir calmement le travail de l'intention purifiée. Si tu ne peux pas abandonner l'importance, tu dois au moins lâcher prise sur le contrôle et passer de l'inquiétude à l'action. Commence simplement le processus de faire de quelque manière que ce soit. Peu importe si tes actions sont efficaces initialement ou non. Permets-toi d'agir maladroitement. Le potentiel de l'importance se dissipera dans le cours de l'action. L'énergie de l'intention sera libérée et tout se passera bien dans ta recherche d'emploi. Pour conclure ce chapitre, j'aimerais démontrer comment les principes de la transurfing, y compris l'affaiblissement, fonctionnent en pratique dans une situation pertinente pour tous.
Tu as probablement lu diverses sources donnant des instructions sur la rédaction de ton CV et comment te comporter lors d'un entretien d'embauche. Tu peux obtenir de nouvelles idées et des informations utiles à partir du matériel que je vais partager avec toi ici. Tout d'abord, tu dois décider quel travail te convient. Dans ta décision, tu peux totalement te fier à la méthode de choisir des buts et des portes, donc il n'est pas nécessaire de répéter les détails de ces étapes ici. Tu dois juste garder à l'esprit que tu as vraiment le droit de choisir et que ton potentiel est uniquement limité par ton intention et le niveau d'importance que tu y attribues. Dans le processus de prise de décision sur le type de travail qui te conviendrait le mieux, ne pense pas au prestige, aux moyens pour y parvenir ou à tes lacunes. Concentre-toi plutôt sur le fait de savoir si le travail est vraiment fait pour toi ou non. Tu peux avoir des doutes sur l'existence d'un poste vacant pour toi au poste de ton choix. Si c'est le cas, tu dois savoir que les pendules créeront les conditions nécessaires pour l'anxiété, la déception et le désespoir. Tu dois en être conscient et affirmer constamment que tu as le droit de choisir, et que si tu passes une commande, tôt ou tard il sera livré en rêve. Ton intention agit instantanément, mais la réalisation matérielle est inerte, comme le part. Ainsi, cela prend du temps, de la patience, et une conviction indomptable que tu as le droit de choisir. Dans un restaurant avec un service médiocre, tu peux devoir attendre longtemps le serveur, mais tu es certain que ta commande apparaîtra finalement. Dans ce cas, je recommande d'utiliser la diapositive suivante. Fais ton propre choix en décidant du type de travail que tu veux, mais comment tu le trouveras n'a rien à voir avec toi. Tout est possible dans l'espace alternatif, bien que les pendules feront de leur mieux pour te convaincre du contraire. Tout. Ce que tu as à faire, c'est choisir et maintenir fermement l'intention de recevoir ta commande. Bien sûr, si ta situation financière ne te permet pas d'attendre, tu devras te résigner à prendre ce qui est disponible pour le moment. Cela devrait être évident. Cependant, une fois que tu as un travail qui te procure au moins un salaire minimum, tu peux passer ta commande pour le meilleur et attendre calmement son arrivée. Si tu apprécies ton travail mais te sens un peu tendu ou inhibé, imagine une diapositive dans ton esprit qui montre à quel point tu fais bien ton travail et les sentiments de plaisir et d'accomplissement que tu en tires. Si le sentiment de tension ne disparaît pas avec le temps, c'est un cas d'inconfort intérieur. Dans ce cas, il vaudrait la peine de chercher autre chose à la place. Une fois que tu as décidé du travail que tu aimerais avoir, tu peux commencer à faire défiler mentalement la diapositive qui montre que ton objectif a déjà été atteint. En même temps, il est essentiel que tu fasses ta part et ne restes pas les bras croisés avant de commencer à rédiger ton CV et te préparer aux entretiens. Concentre ton intention dans la bonne direction. Ce serait une erreur de faire de l'offre d'emploi le point focal de ton objectif. L'objectif doit se trouver dans tes pensées sous forme de diapositive, te montrant déjà avoir été offert le poste, avec le processus de candidature derrière toi. En te demandant si tu seras choisi ou non, tu crées inévitablement des scénarios de défaite. Souviens-toi des chaînes de transfert. Le premier maillon est la rédaction de ton CV. C'est là que tu dois concentrer ton intention intérieure. Lorsque tu rédiges ton CV, spécifie toutes tes compétences, mais n'indique qu'un seul poste. Celui pour lequel tu postules actuellement. Il y a une bonne raison à cela. Premièrement, montrer une volonté de faire ceci ou cela n'inspirera pas confiance à ton futur employeur, qui supposera que tu es assez désespéré pour accepter n'importe quel poste tant qu'on te prend quelque part. Deuxièmement, en te fixant plusieurs objectifs en même temps, tu te disperses trop, et l'intention est transformée d'un noyau central, ferme, en une amibe informe. Troisièmement, lorsque tu en prends trop d'un coup, tu concentres les potentiels d'importance autour de toi, et tu te retrouves avec rien à la fin. Tu as le droit de choisir, mais à chaque occasion, choisis juste une qualité. Lorsque tu choisis un jouet, tu ne demandes pas qu'il combine toutes les qualités d'une poupée, d'un pistolet et d'un jeu de société en même temps. Décide qui tu veux vraiment être et quelle position te convient le mieux. Il n'est pas nécessaire d'être timide ou de se retenir, car tu choisis cette position pour toi-même. Souviens-toi que tu n'as pas à te battre pour ta place au soleil. Tu as le droit de choisir. Indique la spécialisation que tu as choisie et ne t'inquiète pas du fait que les emplois de ce type pourraient être rares. Si tu peux te permettre d'avoir, tu obtiendras exactement ce que tu veux. Comment cela se passe ne devrait pas te concerner.
Confie cette tâche à l'intention extérieure. Lorsque tu rédiges ton CV, l'intention intérieure sera concentrée sur le fait de montrer à quel point tu es un brillant spécialiste, mais l'intention extérieure se concentre sur ceux que l'employeur recherche. Vois-tu la différence? Bien sûr, tout le monde a besoin de brillants spécialistes, mais si tu es nouveau dans la recherche d'emploi, tu pourrais être complètement déconcerté de découvrir que l'employeur a favorisé un autre brillant spécialiste avec des forces plus modestes. Ton concurrent te devancera, parce que ces caractéristiques correspondent mieux à la perception du poste par l'employeur. Tu pourrais protester en disant que tu es également une correspondance parfaite, mais c'est le problème. Une correspondance parfaite crée une situation où le parfait est l'ennemi du bien. L'employeur est complètement concentré sur l'intention intérieure de choisir un spécialiste en fonction des caractéristiques qu'il considère nécessaires. Il se heurte à la vitre de la fenêtre sans remarquer la fenêtre grande ouverte que tu représentes. L'esprit n'est pas capable de prédire la demande. Il fera ce qu'il peut pour te présenter comme le chef-d'œuvre qu'il te perçoit. Mais le marché dicte des critères totalement différents. Naturellement, vous devriez vous présenter sous votre meilleur jour sans exagérer, mais dans le processus d'écriture, concentrez-vous sur tous les problèmes rencontrés par l'employeur. Demandez-vous ce qu'il attend de vous et de quoi il a besoin. Mettez-vous à la place de l'employeur. Vous pouvez adopter une approche facile en parcourant simplement les postes vacants correspondant à votre spécialisation et notez toutes les responsabilités et qualités requises des candidats. Vous verrez que de nombreuses choses se répètent parmi la masse générale d'informations. Sélectionnez tout, ce qui vous concerne, puis ajustez et adaptez-vous aux responsabilités et qualités requises. Vous obtiendrez ainsi une image de ce que l'employeur souhaite voir dans votre CV. Vous pouvez littéralement copier dans votre CV tout ce que l'employeur attend du candidat retenu. Lorsque vous cherchez des moyens d'embellir votre CV, assurez-vous de vous exprimer dans le langage de l'employeur plutôt que de concocter vos propres phrases éloquentes. Imaginez que plutôt que d'être un candidat à un emploi, vous êtes en fait l'employeur compilant un modèle du CV idéal de votre futur employé. Alors votre CV répondra aux critères de l'employeur plutôt qu'aux vôtres. Pour réussir cela, vous devez examiner une abondance de postes vacants et vous mettre à la place de ceux qui les ont publiés. Vous devriez indiquer toutes vos compétences au-delà de celles requises. Cependant, assurez-vous de mettre particulièrement en évidence les exigences indiquées. Votre CV devrait correspondre aux conditions de l'employeur. Avant de télécharger votre CV sur Internet, par exemple, mettez-vous à la place de votre employeur et recherchez le CV des spécialistes de votre domaine. Cela vous donnera un énorme avantage et vous découvrirez toutes sortes de détails utiles. La majorité des candidats dirigés uniquement par une intention intérieure vont directement à la section recherche de postes vacants et téléchargent leur CV immédiatement. Essayez d'abord de rechercher les CV des spécialistes dans le poste que vous désirez. Imaginez que vous êtes celui qui choisit le meilleur candidat. Alors vous prendrez conscience de toutes les forces et faiblesses de vos concurrents et comprendrez ce que l'employeur ressent lorsqu'il lit les mêmes CV. Ensuite, vous comprendrez ce que vous pourriez avoir besoin de changer dans le vôtre. Une fois que vous avez compilé votre CV, envoyez-le à différentes entreprises, mais veillez à ne pas frapper à la porte avec ardeur. Laissez plutôt la porte s'ouvrir à vous. Vous devez vous recommander sans pression. Laissez-les vous choisir. Par exemple, publiez votre CV sous diverses formes de médias. Ne mettez pas de pression sur le monde avec vos désirs et aspirations. Déplacez le centre de gravité de la recherche de travail vers l'annonce de votre présence sur le marché du travail. Autant que possible, laissez le travail vous trouver. Ne jamais envoyer votre CV 2 fois à la même adresse. Ayez du respect pour vous-même et connaissez votre valeur. Si vous êtes un spécialiste exclusif, envoyez votre CV à des agences de recrutement et attendez calmement la prise. Ne vous attendez pas à une réponse immédiate. Vous pouvez devoir attendre longtemps que votre commande soit traitée. Tout dépend de la pureté de l'intention. Si votre désir brûle comme une flamme vive, des forces équilibrées interféreront de toutes sortes de manières. Souvent, une commande est exécutée juste au moment où tout espoir semble perdu. Plus vous êtes indifférent à votre commande, plus elle sera rapidement exécutée. L'absence de désir accorde une liberté qui vous permet de vous concentrer sur l'intention d'agir, plutôt que de vous inquiéter de la possibilité d'échouer. Éventuellement, vous serez invité à un entretien. À ce stade,
Vous devez être extrêmement attentif à votre intention. L'étroitesse d'esprit de l'intention intérieure vous incitera à penser à comment travailler pour cette entreprise particulière vous bénéficierait. L'intention intérieure concentrera vos pensées sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. C'est le moment d'effacer la cible de votre esprit. Oubliez-vous et concentrez-vous entièrement sur les besoins de l'employeur. Vous devriez maintenant être uniquement intéressé par l'intention intérieure de l'employeur. Apprenez autant que possible sur l'entreprise à l'avance à partir de leur matériel promotionnel. Identifiez ceux dont l'entreprise est fière et comment elle choisit de se différencier de ses concurrents. Assurez-vous d'avoir une image claire de ces choses dans votre esprit et assurez-vous de les mentionner lors de l'entrevue. Chaque entreprise, tout comme chaque pendule, a sa propre fréquence de résonance qui se caractérise par un certain nombre de qualités. Obtenez un sentiment de l'esprit de l'entreprise. Leurs éthiques corporatives sont-elles réglementées ou non réglementées? La forme de communication en interne est-elle officielle ou informelle? Qu'est-ce qui est le plus apprécié dans la relation des employés à leur travail? L'enthousiasme et l'initiative, ou la discipline et une attitude positive? Favorise-t-il le travail d'équipe ou la créativité individuelle? Tous ces facteurs imposent certaines restrictions aux employés de l'entreprise et déterminent le style comportemental qui les intègre au groupe. Si vous parvenez à avoir une idée claire de l'esprit de l'entreprise, même au stade de l'entrevue, vous serez considéré comme leur type de personne. Avant l'entrevue, pardonnez-vous pour vos lacunes et faiblesses. Si vous savez que vous avez des lacunes qui pourraient affaiblir vos chances de réaliser votre objectif, ou si vous pensez manquer de certaines connaissances et compétences, acceptez-le. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez tout. Ce que vous préféreriez cacher et entrez calmement dans l'entrevue. Il n'y a pas de candidat idéal, tout comme il n'y a pas d'employeur idéal. Alors vous pouvez courageusement abandonner l'importance interne et externe. Vous n'avez pas à justifier vos actions à vous-même ou à qui que ce soit. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devez pas travailler sur vos lacunes. Mais pendant l'entrevue, il est essentiel de vous donner la permission de ne pas être parfait. Tout le monde sait que cela ne sert à rien de se sentir nerveux pendant son entretien. Les gens essaient de contrôler leur anxiété avec la force de l'intention intérieure, mais quelle que soit l'insistance avec laquelle vous essayez de vous convaincre que vous êtes calme et quelle que soit votre volonté de ne pas vous inquiéter, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Vous ne pouvez rien faire contre vos nerfs à moins d'éliminer la cause. Lutter contre la panique intérieure peut vous faire geler et vous vous comporterez alors comme la momie d'un pharaon égyptien. La seule façon efficace de réduire le stress lorsque vous êtes sous les projecteurs est d'accepter la possibilité d'échec à l'avance. Le désir d'être choisi crée un excès de potentiel. Plus vous attribuez de sens à un résultat réussi, et plus le poste est important pour vous, moins vous avez de chance. Il est essentiel de purifier votre intention de désir. Vous allez à l'entrevue non pas pour obtenir le poste, mais simplement pour passer l'entrevue. Ne luttez pas pour votre objectif. Concentrez-vous sur le processus. Appréciez le processus d'entrevue comme n'importe quel autre événement de la vie. Personne ne va vous dévorer et vous n'avez rien à perdre. C'est le moment de se détendre et de prendre plaisir aux procédures. Gardez à l'esprit que l'entrevue est une merveilleuse opportunité de vous montrer sous votre meilleur jour. Accordez-vous cette expérience gratifiante. Rejetez toute pensée de tout gâcher. Vous avez déjà accepté la possibilité de la défaite, donc vous n'avez vraiment rien à perdre. Pendant l'entrevue, toutes les pensées des candidats sont généralement concentrées sur se montrer sous leur meilleur jour. C'est l'intention intérieure. Dans quelle lumière pouvez-vous vous montrer au mieux? L'intention extérieure est axée sur l'expression d'un intérêt sincère pour les préoccupations de l'employeur. Seulement dans la lumière des préoccupations de l'employeur, pouvez-vous être le meilleur. Votre tâche consiste à répondre aux questions de manière à revenir au contexte des préoccupations de l'employeur. La compétence réside dans le fait de le faire en même temps que de donner des réponses précises, sans parler longuement ou s'écarter du sujet. Il agace toujours un employeur quand un candidat donne des réponses vagues à une question et se lance dans de longues explications. Cela dit, dès que l'occasion se présente, essayez d'aborder les questions liées à ce que fait l'entreprise, ce dont elle est fière et quels problèmes elle peut rencontrer. Dans le contexte de l'entretien, il est important de développer la conversation
en mettant en avant vos points forts à la lumière des problèmes de l'entreprise. Parlez à l'employeur de ces problèmes et de la pertinence de vos qualités professionnelles pour leur résolution. C'est l'intention extérieure. Si vous avez pu orienter la conversation dans la direction des préoccupations de l'employeur, vous pouvez être sûr que le jeu se déroule selon votre scénario. Enfin, si vous n'avez pas été retenu pour le poste, c'est évident que le poste n'était pas fait pour vous. Vous ne savez jamais quel problème vous avez peut-être évité, alors soyez calme, attendez le travail qui vous est destiné et vous serez le candidat retenu. Si vous avez été accepté pour un poste qui était destiné à un autre, vous pouvez vous attendre à rencontrer des problèmes, alors continuez à chercher le travail qui est le vôtre. Comment s'y prendre? Vous connaissez déjà la question du travail ne devrait pas être une source du moindre inconfort intérieur. C'est le moment d'aller travailler comme si c'était une célébration. En résumé, utilisez l'intention intérieure des autres pour atteindre vos propres objectifs. Le sentiment de valeur personnelle est au cœur de l'intention intérieure. Ne cherchez pas à changer les autres. Ne cherchez pas à vous changer non plus pour agir plus naturellement. Détournez votre attention de vous-même vers les autres. Jouez au jeu d'augmenter le sentiment de valeur personnelle des autres. Si vous voulez attirer l'attention, montrez un intérêt pour ceux qui vous entourent. Dans une conversation, les gens n'ont pas tendance à évaluer à quel point vous êtes intéressant. Ils évaluent à quel point vous pourriez convenir au rôle de la réalisation de leur valeur personnelle. Exprimez votre intérêt pour les autres avec sincérité. L'intention extérieure vous aide à réaliser l'intention intérieure des autres. Laissez tomber l'intention de recevoir et remplacez-la par l'intention de donner. En conséquence, vous obtiendrez exactement ce que vous avez abandonné. L'argumentation et la critique sont le combat de l'esprit avec les alternatives. Évitez toute action qui porte atteinte à l'estime de soi d'autrui. Au début de toute conversation, prenez un tournant avec votre interlocuteur pour que vous avanciez dans la même direction ensemble. Ne justifiez pas vos erreurs, reconnaissez-les consciemment. Adoptez le rôle de défendre les autres lorsqu'ils ont raison. Une réelle affection pour quelqu'un abaisse sa barrière protectrice. Demander un petit service à quelqu'un est le meilleur moyen de se lier d'amitié avec lui. La visualisation saine crée une condition de confort sur le plan énergétique. Le pouvoir et l'influence personnelle d'un individu sont proportionnels à son énergie libre. Le charme est le résultat de l'amour mutuel entre le cœur et l'esprit. Autorisez-vous le luxe d'avoir des défauts et de manquer de force. L'excès de potentiel de l'importance intérieure se dissipe par l'action.